Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Quelle réponse apporter face à la baisse d'attractivité du métier d'enseignant? Le sénateur Les Républicains Gérard Longuet sera avec nous sur ce plateau. Il répondra à toutes nos questions. L'épopée de la forêt, c'est le titre du dernier ouvrage de Bertrand Fichou, un livre documentaire qui nous plonge au cœur de la forêt pour un voyage scientifique. Il sera avec nous sur ce plateau. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Malika Ménard, enseignante d'écolier. Cette semaine, c'est Philippe Candéro qui répondra à ces questions. Et pour l'heure, nous allons retrouver Mickaël Dorian pour l'actualité en bref. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie. Hier soir, la fête de la musique était aussi célébrée au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Un grand concert était organisé, pour l'occasion au ministère, dans la cour de l'hôtel de Rochechouart, rue de Grenelle, avec au programme la chanteuse Yael Naïm et plus de 300 enfants et adolescents des chorales d'Île-de-France. Je vous propose de voir ou revoir un aperçu de cette soirée. Et justement, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a fait parler de lui aujourd'hui. Oui, à peine 10 jours après sa défaite au premier tour des élections législatives, Jean-Michel Blanquer est aujourd'hui pressenti pour intégrer l'université Paris-Assas. Pas de poste créé spécialement pour l'ancien ministre, affirme l'université, mais de quoi tout de même déclencher la colère des syndicats qui dénoncent une procédure écœurante. Pour Anne Roger de la SNES SUP-FSU, on inverse complètement la procédure en ne partant pas du terrain et des besoins, mais de la nécessité de trouver une place pour un ministre qui ne l'est plus. Sylvie Germain en interview dans Le Figaro ce mercredi. L'auteur de Jour de colère, livre dont un extrait a été proposé au bac français cette année, a été victime de cyberharcèlement de la part de lycéens qui avaient eu du mal à comprendre son texte. Elle dénonce l'immaturité des élèves et leur haine de la langue. Selon elle, le passage à analyser n'était pas délirant, le vocabulaire était accessible, mais certains se contentent d'un vocabulaire si réduit, riche seulement en insultes et en invectives, que tout écrit un peu élaboré leur est un défi, un outrage. Fin de citation. On termine avec l'opération Vacances apprenantes qui reprend du service. Mise en place en 2020 par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. À l'époque, c'était pour rattraper les lacunes accumulées par les élèves pendant le confinement. Depuis, l'opération est reconduite chaque été. Elle repose sur plusieurs dispositifs allant de l'école ouverte à des séjours en colo apprenante. L'objectif est d'assurer la consolidation des apprentissages et de contribuer à l'épanouissement personnel des jeunes à travers des activités culturelles, sportives et de loisirs. Vous voyez, pendant que je vous parle des images tournées en Normandie l'année dernière. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de l'Éducation nationale, education.gouv.fr. Merci Mickaël. Quelle réponse face à la baisse d'attractivité du métier d'enseignant? Ancien ministre de la Défense, aujourd'hui sénateur de la Meuse et auteur d'un rapport au Sénat sur cette crise de vocation du métier de prof, Gérard Longuet est l'invité du Grand JT. C'est tout de suite. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir ici sur School TV. Alors, déception ou soulagement, quels sont les premiers mots qui vous viennent suite aux résultats des élections législatives? Les institutions permettent de gouverner avec une majorité relative. Il faut une majorité positive contre pour paralyser le gouvernement. Donc si le gouvernement a l'intelligence d'établir de bonnes relations sur sa gauche et à sa droite, il peut gouverner. C'est vrai que la personnalité du Premier ministre est quand même assez marquée à gauche. Les électeurs de droite avaient voté pour une fraction importante d'entre eux en faveur d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle. Ils ont eu le sentiment de s'être fait un petit peu avoir, en quelque sorte, après la composition du gouvernement et avec le recul d'Emmanuel Macron sur des sujets importants comme le régime des retraites. Et donc je crois que beaucoup d'entre eux sont revenus dans leur camp d'origine, ce qui explique le recul des candidats de la majorité présidentielle. Bon, maintenant, il a une majorité relative et surtout, l'extrême gauche, l'extrême droite et les républicains auxquels j'appartiens ne peuvent pas travailler ensemble. Donc il n'y a pas de majorité de relève. Justement, comment va-t-on faire ?
C'est pas grave, il suffit de présenter des textes. D'abord, sur le budget, Oui. le gouvernement peut utiliser le 49 alinéa 3, sans limite. Donc il peut faire voter son budget, ce qui est le premier acte d'un gouvernement. Ensuite, sur Mais ce sera populaire comme décision? Non, c'est pas populaire, mais c'est les électeurs Une qui fois l'ont de voulu. plus. C'est-à-dire que le problème C'est les d'Emmanuel électeurs. Macron, c'est que quand même, Oui, il est mais très impopulaire sur ses il faut décisions. que les électeurs soient cohérents avec leur vote. Ceux qui ont voté pour Marine Le Pen ou pour Jean-Luc Mélenchon savaient parfaitement que c'était incompatible avec le président de la République. Pour les Républicains, c'est un peu plus subtil, parce qu'en fait, ces 5 dernières années, au Sénat, par exemple, nous avons la majorité. Oui. On n'a pas torpillé systématiquement les textes, bien au contraire. On les a adoptés, souvent modifiés, avec des modifications retenues ou des modifications qui ne l'étaient pas ensuite par l'Assemblée. Mais on a toujours travaillé sans état d'âme. Notre objectif, nous, c'est de faciliter, à partir du moment où on ne gouverne pas, de faciliter les solutions qui nous paraissent bonnes. Et sur l'école, il y en a quelques-unes à apprendre. On va en avoir besoin, là, justement. Comment expliquer une abstention si forte à nouveau, alors que depuis des années, ce n'est pas la première fois, les Français se plaignent des personnages politiques, des hommes politiques qui les gouvernent, les femmes politiques qui les gouvernent, en disant « mais de toute façon, ça ne changera pas, ça ne changera pas ». Mais alors pourquoi ne vont-ils pas voter pour que justement ça change? Il faut leur poser la question. Selon vous? Moi, je crois que le poids du président de la République dans l'image, pas de celui-là en particulier, de tous les présidents successifs depuis le quinquennat, est tellement fort que l'opinion est persuadée qu'après avoir élu le président, ça suffit. Qu'en fait, il a tous les pouvoirs et les autres ne font rien. Ce qui est totalement faux. Bien sûr. Ce qui est totalement faux. Les institutions de la 5e sont parlementaires. Et pour avoir été dans des gouvernements de cohabitation, avec Jacques Chirac à côté de François Mitterrand, avec Balladur à côté de François Mitterrand, j'étais dans un gouvernement majoritaire, celui de Nicolas Sarkozy, mais regardez, Lionel Jospin a gouverné pendant 5 ans à côté de Jacques Chirac, ça s'est passé à peu près convenablement. Le président ne peut gouverner que s'il a une majorité législative. Alors, manifestement, Emmanuel Macron ne s'est pas battu pour cela. Il était en voyage, en déplacement, on ne l'a pas entendu. Pourquoi, selon vous? C'est assez étonnant quand même. C'est étonnant, oui, c'est étonnant. De ne pas participer au débat, de ne pas être présent. Il a réussi beaucoup de choses jeunes et qu'il découvre un peu plus tard qu'on ne réussit pas toujours, même si on a là les talents, il y a quand même une attention à apporter aux électeurs, en politique. Ou aux clients en entreprise. On peut quand même dire qu'il a réussi à son jeune âge. Ni sa force, ni sa faiblesse, ni son amour, et quand il croit serrer son ombre. Bon, son ombre est celle d'une croix. C'est Aragon. Non, je veux dire que rien n'est jamais acquis. Non, ça c'est certain. Mais quand même, arrivé à ce poste, à ce niveau, à son âge, Emmanuel Macron, on peut dire quand même qu'il a réussi 2-3 choses. Mais c'est vrai que là... Il a réussi beaucoup. D'abord à être élu et réélu, ce qui est déjà en soi une performance. Exactement. Mais donc ce taux d'abstention... Non, qu'en pensez? Parce que c'est ma question initiale. Non, je crois qu'il y a le sentiment que la politique ne peut pas porter les aspirations de nos compatriotes. Et ce qui est d'ailleurs vrai. Ou plus exactement, elle peut porter les aspirations de nos compatriotes, mais c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Les frontières sont ouvertes, les idées circulent, les produits circulent, les capitaux circulent. Et donc, le pouvoir politique n'est plus un pouvoir absolu, tant s'en faut. C'est un pouvoir relatif. Mais c'est une bonne chose ou pas, ça? Mais c'est comme ça, de toute façon, on ne changera rien. Nous regardons, on voyage et on n'a pas envie d'être empêché de voyager. On regarde tous les jours... Il n'y en a d'ailleurs pas assez d'informations internationales sur les chaînes de télévision, mais si vous êtes intéressé à ce qui se passe au Japon, en Chine, en Corée, vous le savez immédiatement. Et si vous êtes un petit peu investisseur, vous vous intéressez à l'avenir économique de la Chine, parce que vous savez que la réussite de la Chine commande la réussite mondiale. Donc le monde est international, et quand il y a une chanson, un film, une personnalité qui plaît dans le monde, elle devient très vite assez facilement mondial, ce qui n'existait pas il y a 40 ou 50 ans, c'est évident. Donc le pouvoir politique doit s'inscrire dans une réalité mondiale, et on ne peut pas décider, nous Français, qu'on va vivre comme cela, parce que nous vivons avec des Européens qui eux-mêmes vivent avec des Asiatiques ou des Américains, voire des Ukrainiens ou des Russes actuellement. Après tout, l'Ukraine et la Russie, le Donbass, personne ne savait où c'était. Et aujourd'hui, le Donbass commande... La Russie quand même un peu, mais effectivement la le Russie, Donbass, on sait, mais le Donbass, on ne savait pas très bien. Et cette guerre commande la conjoncture économique très largement.
autant que le Covid. Mais la participation, si on revient au plan Donc, strictement français, par exemple, excusez-moi, vos électeurs, par exemple, les Républicains, est-ce qu'ils se sont déplacés dans les urnes? Est-ce qu'ils ont senti l'utilité, l'importance du moment? Je vais vous faire une réponse qui... technique. Pas de Gascon, s'il vous plaît. Non, technique. Nos électeurs sont plus âgés en moyenne que les électeurs français. Oui. Et les plus de 60 ans votent plus que les plus jeunes parce qu'ils ont pris ce réflexe il y a longtemps et ils le gardent. Ceux qui ont déserté les urnes sont les 30-50 ans ont déserté les urnes, très clairement. Mais parce que, selon vous, les partis ne réussissent plus à mobiliser finalement seulement par leurs idées, c'est seulement la figure qui compte? Non, les partis ne réussissent plus parce que seule la figure du président... D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon était très malin. Il a personnalisé sa campagne. Son résultat, d'ailleurs, n'est pas extraordinaire, mais sur le plan médiatique, c'est une belle réussite. Oui, le résultat. Pourquoi? Parce qu'il a personnalisé la démarche et les gens se sont dit tiens, on va aller voter pour ce bonhomme à travers ses candidats. Aujourd'hui, une bataille sur les idées. Moi, j'ai des convictions libérales dans la plupart des domaines. Donc, je suis pour la libre initiative, pour la concurrence, pour le libre choix. Je dois reconnaître que si cette conviction ne s'identifie pas avec un porte-parole reconnu, elle n'intéresse pas. Il y a une forte personnalisation. La société médiatique en est aussi à l'origine. Vu à la télé. Si vous avez une personnalité qui passe à la télé et qui rend bien, ça porte votre message. Il suffit de peu de choses pour que le message décolle. Regardez Éric Zemmour, qui était totalement inconnu et qui a frôlé les 15-17% d'intention de vote, et qui a d'ailleurs tout perdu en quelques déclarations, parce que le système de la personnalisation est un système extraordinairement fragile. Souvenez-vous que Jean-Luc Mélenchon, quand il était perquisitionné et qu'il hurlait en attrapant par le collet un policier, la République, c'est moi. Oui. J'entre pas dans le fond, je dis simplement qu'en termes d'image, il est tombé, il a perdu une moitié. Et puis il a surmonté, tant mieux pour lui. Alors, donc la personnalisation est très forte et les gens ont moins le sentiment que la politique peut changer leur vie et moins le sentiment que les convictions peuvent changer la politique. Donc on s'identifie à une figure, comme vous le dites. On s'identifie à une figure et c'est très aléatoire. Très aléatoire parce que la figure, regardez celle d'Emmanuel Macron, elle était très porteuse en 2017 et manifestement elle l'a moins été aux législatives. Aux législatives en 2017, de 22. En 2017, il a déjà fait, Emmanuel Macron fait monter les extrêmes, on l'a vu des deux côtés, un centre très marqué. Et puis... Parce que c'était un choix tactique délibéré. Bien sûr. Le choix tactique délibéré, c'était de... Oui, il fait de la politique, il a raison, il défend ses intérêts. Moi, je ne vais pas lui reprocher. C'est aux autres formations d'arriver à proposer quelque chose. Je dois reconnaître que les Républicains, depuis 5 ans, n'ont pas produit beaucoup d'idées nouvelles. Alors, outre l'effet qu'a souhaité produire, comme vous le dites, Emmanuel Macron, il y a aussi l'effet des votants, des électeurs, qui eux-mêmes ont tout soudainement fait monter les extrêmes de chaque côté. C'est-à-dire que l'extrême droite... Alors, vous avez une autre raison à cela, qui est qu'ils ont le sentiment que c'est à peu près la même politique depuis 20 ans, ce qui n'est pas complètement faux. Et d'ailleurs, c'est vrai que la monnaie unique, l'euro, l'intégration européenne, la Commission européenne, l'état de droit en France, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Cour de casse, limite le pouvoir politique et limite les initiatives politiques, de telle sorte que ceux qui n'aiment pas la situation actuelle de la France, pour telle ou telle raison, quelles que soient ces raisons, ont tendance à considérer que les hommes politiques en place depuis 30 ans ont fait la même chose et n'ont pas réussi. Et donc, il y a eu une prime au nouveau, et de ce point de vue, le RN apparaissait comme nouveau. Et pourtant, il n'est pas si nouveau, parce qu'il a porté Marine Le Pen depuis très longtemps. Non seulement il n'est pas nouveau, oui, mais il n'a rien fait. Il est responsable de rien, puisqu'il n'a jamais exercé le pouvoir. Donc c'est pour lui un immense atout. Comme dit l'autre, c'est un avantage d'avoir rien fait. Il ne faut pas en abuser, mais c'est un avantage. Et Mme Le Pen n'a jamais rien fait que faire des déclarations. Et donc, elle ne supporte pas la responsabilité, peu ou prou, de ce que les gens reprochent à leur pays aujourd'hui. Prenez le thème de l'insécurité. Elle n'a jamais réglé quoi que ce soit. Mais ceux qui, en milieu rural, ça a joué, craignent, à tort ou à raison, pour leur sécurité, ceux-là considèrent que tous les sortants sont responsables et que Mme Le Pen, qui n'est sortant de rien, est exonérée
ils ne le savent pas, mais en tous les cas, est exonéré de toute responsabilité. Quand vous étiez jeune, à 22 ans, vous aviez aussi fait partie des mouvements d'extrême droite de votre côté? Plus jeune que ça. Moi, j'ai commencé à 15 ans, au moment où l'Algérie quittait la France, c'est-à-dire l'indépendance de l'Algérie, la fin de l'Algérie française. Et donc, en effet, entre 15 et 19 ans, j'étais très engagé à droite. Et vous comprenez aujourd'hui l'engagement justement de ces jeunes des deux côtés? C'est pas les mêmes? Comment vous le distinguez? Est-ce que vous étiez, vous, à l'époque? Nous avions, deux repères qui n'existent plus. Oui. Il y avait le combat de la présence française outre-mer, avec les Français, les Français d'Algérie. Moi, c'était les Pieds Noirs et leur destin qui m'intéressait, qui ont été obligés de quitter une terre qu'ils occupaient depuis un siècle, ce qui est quand même pas rien. Et puis la deuxième question, c'était le système soviétique. Est-ce qu'il va déborder? Et là, je vous rappelle que le mur de Berlin, c'est en 1961, et c'était une réalité à 350 km de Strasbourg. Donc l'environnement international était beaucoup plus conflictuel, et j'ajoute, nous étions beaucoup plus politisés quand on était jeunes, au lycée, à faculté, dans les universités. Les gens s'empoignaient, parce que le débat sur la décolonisation passionnait tous, d'autant plus que les jeunes faisaient leur service militaire à l'époque. Donc c'était quelque chose qui les concernait directement. Tout le gouvernement socialiste a envoyé le contingent en Algérie en 1956, donc il était normal que les étudiants, les jeunes, se disent « mais qu'est-ce qu'on va foutre là-bas ?» Alors les uns pour, les autres contre, mais ils se posaient la question. De la même façon, quand vous avez le printemps de Prague en 1968 à Prague, et qui est réprimé par la force, comme Potsdam, comme Budapest, il est évident que vous êtes obligé de vous engager. Aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est plus compliqué. Mais tout dépend de l'engagement que vous avez. En tout cas, voilà, l'engagement, c'était les vôtres. Les jeunes aujourd'hui ont un engagement sur la planète, oui, assez facilement. Alors justement, on va en parler parce que nous sommes sur School TV, ça ne nous a pas échappé, donc chaîne dédiée à l'éducation. Le métier d'enseignant traverse une crise très grave. Vous l'entendez partout, j'imagine, sur toutes les chaînes et dans la presse de manière générale, mais aussi parce que par la voix des enseignants, par la voix de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Dans le même temps, les dernières élections législatives montrent à quel point il va être difficile, et on vient de le dire, pour Emmanuel Macron de pouvoir faire voter des mesures durant ce quinquennat, à moins d'évoquer effectivement l'amendement, le 49.3. Est-ce qu'on peut encore détériorer l'état de l'éducation nationale aujourd'hui? C'est une affaire qui vient de loin et qui est très compliquée. Elle vient de loin parce que la situation... Nous avons généralisé l'enseignement secondaire jusqu'au baccalauréat pour 80% d'une classe d'âge. Ça, c'est les années Mitterrand, c'est les positions de Jean-Pierre Chevènement quand il était ministre de l'Éducation nationale. Il a été d'ailleurs un assez bon ministre. Et nous ne nous sommes pas toujours posé la question des conséquences pratiques de ce développement de l'enseignement. C'est-à-dire quel type d'enseignement pour quel type d'élèves et pour quel type de débouchés. Mais pourtant, c'est la raison principale. Enfin, c'est la question principale à se poser, non? Oui, mais la réponse a été très simple. Elle était de dire on porte 80% d'une classe d'âge au baccalauréat sans définir exactement ce qu'on attendait du baccalauréat. D'où tous les problèmes de jeunes orientés vers l'université avec un baccalauréat, mais qui ne les préparaient pas à l'université. Mais ça, c'est des affaires qui durent depuis 30 ans. Ouais. Ça date... des années 80. 81, ça ne marchait pas beaucoup mieux avant, mais c'était plus simple, plus clair. Là, nous avons un vrai problème depuis 40 ans qui n'a pas été réglé. Bon. Il y a un deuxième problème, c'est Nous avons aujourd'hui une tertiarisation de l'économie, c'est-à-dire que les gens diplômés sont de plus en plus nombreux, et tant mieux, exercent des métiers de plus en plus qualifiés, et tant mieux. Regardez la communication, ce que nous faisons aujourd'hui, ça n'existait pas il y a 20 ans. Et le numérique, n'en parlons pas, bien sûr. Le numérique multiplie les occasions. Ce que vous voulez dire, c'est que le secondaire, c'est ça, le secteur secondaire, par exemple, est un peu oublié? C'est pas qu'il est oublié, c'est qu'il joue un rôle moins important. Pour un ensemble de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, parce que c'est trop long. Non. Mais le tertiaire joue un rôle important, et vis-à-vis des métiers du tertiaire, le métier d'enseignant s'est dégradé. C'est dégradé sur le plan financier. Dans l'informatique, par exemple, l'ingénierie informatique, ça n'existait pas il y a 50 ans. Oui. Ça existe depuis 40 ans, 30 ans, 20 ans, et c'est de plus en plus développé. Les salaires sont attractifs. Les conditions de travail sont intéressantes, les perspectives de promotion, si vous êtes accrocheur, sont
vraiment ouverte. Mais revenons dans au prof, l'enseignement, s'il vous plaît, monsieur le sénateur, parce qu'on a peu de temps. Mais oui, mais les professeurs, leurs problèmes. Je prends l'exemple des profs de maths, puisque c'est parti des professeurs de mathématiques. Notre étude de la commission des finances du Sénat, je suis rapporteur de ce budget. Je me suis posé la question, pourquoi être, quand on a une licence ou une maîtrise de mathématiques, pourquoi être enseignant? La réponse est simple, il n'y a pas vraiment de raison convaincante autre que la passion de transférer sa connaissance. La vocation. Parce que pour le reste, la vocation. Pour le reste, on est moins bien payé, moins de perspectives de carrière, du travail, alors avec quelques avantages, mais quand même beaucoup de travail, et un recrutement à Bac+5 qui est souvent plus élevé que les recrutements dans le secteur privé pour des salaires moindres. Donc, l'État, ce que je lui reproche aujourd'hui, mais enfin je me le reproche à moi-même, puisque je fais partie de l'État d'une certaine façon, c'est que l'État est un mauvais employeur qui, en politique de ressources humaines, ne s'est pas posé la question du salaire de ses enseignants par rapport aux débouchés qu'ils pourraient obtenir ailleurs. Alors vous avez des secteurs où il n'y a pas de concurrence. Si vous faites du latin-grec, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui vous embauchent parce que vous êtes un latiniste éminent ou un helléniste érudit. En revanche, en mathématiques, on peut imaginer. En mathématiques, en physique, en langue, anglais, allemand, bien sûr, incontestablement. En éducation physique, ça se discute. Ça se discute. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes métiers. Il y a quelques débouchés, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Mais alors... Donc, vous avez, ce que je veux dire simplement, c'est que l'État doit recruter des enseignants. Certains, il n'a pas de problème parce qu'il n'y a pas de concurrence, et d'autres, il a des problèmes parce que les meilleurs peuvent aller en dehors de l'enseignement pour exercer leurs compétences. Alors comment faire pour justement les garder? Et on parlera de la formation aussi exactement de ces professeurs, parce que cette formation du numérique dont on parle est très importante. Mais comment faire déjà pour les garder, ces professeurs? On parle bien entendu, et puisque vous avez rendu ce rapport-là effectivement sur l'attractivité du métier d'enseignant et les réponses apportées aussi dans les pays européens, puisqu'on n'est pas les seuls finalement à vivre cette crise. Ce qui est intéressant, c'est que tous les pays européens ont les mêmes difficultés. Alors c'est quoi? On revalorise les salaires? On augmente tout de suite? Ça ne suffit pas. Je crois que la première étape, il ne faut pas aller trop vite. La première étape, c'est un diagnostic complet. Il y a un facteur salarial en face duquel il faut mettre la réalité du temps de travail et de l'organisation du travail. Je prends par exemple l'Allemagne. Nous avons des enseignants qui touchent en moyenne 40 à 50% de plus qu'un enseignant français à parité de pouvoir d'achat. Donc, et ils travaillent autant? Non, ils travaillent différemment. Ils font 35 heures par semaine et ils ont, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais plutôt moins de vacances que nous. Nous sommes l'année scolaire la plus courte. On a 160 jours d'année scolaire. Sans parler du mois de juin qui est complètement passé à la trappe et qui est souvent pas vraiment travaillé. Qui a été reconquis progressivement. Blanquer avait fait un très bon travail de ce point de vue-là. Mais enfin, disons qu'en gros, l'enseignant allemand gagne plus, nettement plus, et il est 35 heures dans son établissement. Et dans son établissement, il fait quoi? Il ne fait pas 35 heures de cours. Heureusement pour lui, ça serait impossible. Il fait des heures de cours, autant que les Français, peut-être moins parfois, mais il fait d'autres métiers dans l'établissement. Des surveillances, des corrections, des discussions avec les élèves, des discussions avec les parents des élèves pour bien comprendre, des discussions avec les autres profs pour savoir où en sont les élèves et comment organiser une pédagogie collective. Ça veut dire que l'établissement est un lieu où vivent les professeurs. Ils ne viennent pas donner des cours pour repartir, ils vivent vraiment complètement. Monsieur le sénateur, pardon de vous couper, mais j'entends tout ça, mais en quoi ça va changer quelque chose à leur vie, à leur pouvoir d'achat? Alors, productivité, ça permet, en leur demandant d'autres tâches, de les payer mieux, parce que ces autres tâches ne sont pas exercées par des gens extérieurs. Par exemple, quand des professeurs sont à la cantine en Allemagne, on ne paye pas des vacataires de collectivités locales. Je prends cet exemple-là. Quand nous avons une formation qui est réalisée à l'intérieur, on n'est pas obligé de recruter des vacataires pour remplacer les enseignants. Il fait sa vocation, sa formation complémentaire dans ses heures de travail et non pas... donc ce ne sont pas des heures supplémentaires. Voilà, exactement. Il faut donc regarder l'organisation du travail et s'appuyer sur l'établissement en se disant quels sont tous les métiers qui doivent être exercés par l'enseignant lui-même, dans la mesure où il le peut. Ensuite, alors c'est vrai qu'en Allemagne, ils ont un avantage que nous n'avons pas, heureusement, parce que c'est un mauvais avantage, c'est qu'ils ont moins d'enfants par rapport à la population.
Donc, ils ont moins besoin d'enseignants que nous en avons besoin. Nous avons encore des jeunes, l'Allemagne en a moins. Et ça fait une différence qu'il faut accepter de payer. Donc, ça coûtera toujours plus cher en France. Je comprends l'intérêt de comparer effectivement avec les autres pays européens, mais j'aimerais qu'on se concentre aussi essentiellement sur les pistes que vous avez développées suite à ce rapport, les pistes de réflexion justement pour repenser... Vous avez deux questions qui sont extrêmement difficiles à traiter, et je suis d'une prudence de serpent parce que je ne voudrais pas dire de bêtises, mais vous avez l'inégalité face au coût de la vie selon les régions. Et la région Île-de-France où nous sommes aujourd'hui, c'est une région qui est chère et qui n'est pas attractive parce que justement elle est chère. Donc, vous avez une deuxième question, la durée de la formation. On recrute aujourd'hui des professeurs, y compris les professeurs des écoles, avec un master, c'est-à-dire complet. Oui. Avant, c'était la licence, 3 ans. 3 ans, maintenant c'est 4 ans. Ensuite, c'était un master, 4 ans, avec... En première année de master, on pouvait passer le concours. Maintenant, il faut avoir la deuxième année de master. Alors, c'est très prestigieux. On a 5 ans d'enseignement supérieur pour être candidat à un examen. Sauf qu'on commence à travailler après 5 ans d'études supérieures. Ce n'est pas tout à fait la même chose d'avoir un SMIG quand vous avez 20 ans ou 21 ans une licence, ou d'avoir un SMIG quand vous avez 26 ans et que vous regardez vos copains qui sont dans le secteur privé, qui ont déjà leur bagnole ou qui ont commencé à acheter leur maison. Ça n'a rien à voir. Et je pense que l'éducation nationale à jouer la qualification pour dire vous êtes des gens formidables, vous êtes Bac+5, sauf que les salaires ne se sont pas adaptés. Là, on parle des salaires débutants. On avait déjà proposé... En plus, les salaires débutants sont dérisoires. Donc nous sommes dans un système... Il y a plusieurs systèmes de ça a déjà été revalorisé, pardon, hein, mais on est déjà à 2 000 euros. Donc on n'est plus au niveau du SMIC. Donc est-ce que c'est suffisant? On est au-dessus, mais si vous voulez, par rapport à l'âge, à la qualification, vous avez des métiers pour lesquels ce n'est pas suffisant et il faut accepter. Et alors ça, c'est le deuxième sujet. Je vais parler de l'inégalité géographique. Oui. Travailler en Île-de-France, ça coûte plus cher que de travailler en Auvergne. Parce que la vie est plus chère, plus de transport, plus de loyer. Et puis même le quotidien est plus cher. Vous allez dans un bistrot, vous prenez le café. Chez moi, à Bar-le-Duc, c'est 1,25. Ici, c'est 2,50. C'est aussi simple que ça, la vie. Hein. C'est fait aussi de détails. Et puis, vous avez une inégalité par discipline. Et ça, évidemment, les enseignants l'acceptent mal, cette inégalité par discipline. Parce que un professeur de latin ou d'histoire vous dira « mais moi, je travaille autant qu'un prof de maths », ce qui est vrai. Et peut même, si les profs de philo travaillent encore plus. Parce que si vous voulez tirer d'une copie de philo d'un élève qui écrit plus ou moins bien des trucs plus ou moins compliqués, ça demande beaucoup plus de temps que de corriger un exercice de maths. Mais il faut se poser, et je termine la question, il faut se poser la question, peut-on ne pas tenir compte du fait que certaines disciplines ne sont pas pourvues. Et moi, je crois qu'on est obligé d'en tenir compte. Voilà, justement, c'est ma question pour toutes les matières, justement, où il manque cruellement de professeurs. Parce que là, il faut accepter tout à l'heure, les vous me primes disiez... différentielles. Ah non, et moi aussi, je termine, si ça ne vous dérange pas, monsieur le sénateur. Juste, on est dans l'urgence absolue. À la rentrée scolaire de septembre, donc dans 2 mois et demi, il va manquer des professeurs devant chaque classe. Donc, comment faire déjà pour pallier à ça? Et deuxième question, effectivement, pour les matières pour lesquelles on a de véritables problèmes, les savoirs fondamentaux dont on parle, hein, français et mathématiques, savoir lire et écrire et compter, on manque aussi de professeurs. Est-ce qu'il faudrait peut-être réfléchir à augmenter davantage les professeurs qui donc sont sur des matières essentielles, dites essentielles? Pour moi, elles le sont toutes, mais dites essentielles. Alors, vous avez deux choses différentes. Vous avez le primaire, vous savez que les professeurs sont polyvalents, et vous avez le secondaire. Dans le secondaire, collège et lycée, la bivalence des enseignants qui est systématique en Allemagne, serait un atout. Comme bivalence, ça veut dire je suis prof de français et d'anglais. Je suis prof de maths et de physique. Ce qui existe déjà, ça, en fait. Ça, c'est quelque chose qui existe en France, mais qui est très minoritaire et qu'il faudrait généraliser. Pour les professeurs des écoles, je trouve que ce que Blanquer avait fait était bien, c'était le dédoublement dans le primaire. Parce que vous avez des classes qui sont vraiment clés, et si les enfants n'apprennent pas à lire facilement, la lecture est fondamentale. Encore faut-il qu'il y ait suffisamment de professeurs, enfin d'instituteurs. On les a parce que vous avez un déclin démographique qui commence, mais ce déclin démographique, on n'arrive pas à en tirer tout le bénéfice pour des raisons évidentes. C'est que déplacer des professeurs, fermer des écoles, c'est horriblement compliqué. Et nous, les élus locaux, nous sommes les premiers à vouloir défendre toutes nos écoles. Bien sûr. Les parents, même motif, même punition. Ce qui fait que quand vous avez des besoins réels dans des régions qui se développent, l'Ouest, le Sud-Ouest, Languedoc-Roussillon se développe en quantité, on n'arrive pas à mettre les professeurs devant les élèves parce qu'ils sont dans des régions
comme les nôtres, dans le Grand Est ou dans le Nord, où il y a moins d'élèves, en Lorraine, il y a moins d'élèves, mais on essaye de garder les écoles, parce qu'on se dit, si on perd les écoles, on n'aura plus d'élèves, donc on n'aura plus de famille. C'est la poule et l'œuf, qu'est-ce qui a commencé. Donc, le ministre de l'Éducation nationale, c'est vraiment un métier impossible. C'est un métier extraordinairement difficile. Vous refuseriez si on vous le proposait? Moi, j'ai passé l'âge, mais c'est un métier que j'aurais aimé faire il y a 10 ans, oui, mais pas aujourd'hui, non. Davantage que ministre de la Défense que vous avez été? J'étais très heureux, ministre de la Défense, c'est le plus beau poste qui soit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que malheureusement, non, ce que je veux dire, on est pris par le temps. On sait cacher les vérités, parce que l'éducation nationale était gérée par un dialogue entre le ministre et les organisations syndicales. Et grâce à ce rapport, parce qu'avec ce rapport, je me fâche avec tout le monde. Je me fâche avec la droite parce que je dis qu'il faut dépenser plus d'argent public. Alors les gens, mes copains me disent, enfin t'es fou, on est déjà en déficit, on a des dettes énormes. Je leur dis, regardons la productivité du dispositif, mais vous n'aurez pas de bons enseignants si vous ne les payez pas mieux. C'est certain. Et puis je me fâche avec la gauche parce que je dis il faut tenir compte des régions, il faut tenir compte des disciplines. Et ils me répondent non, le même statut pour tout le monde. Mais avec le même statut pour tout le monde, vous n'aurez pas de profs dans l'académie de Créteil, ni de Versailles, vous n'aurez pas de profs en région parisienne et vous n'aurez pas de profs en allemand ou en mathématiques. C'est aussi simple que ça. Mais vous avez bien fait de le faire, ce rapport. Il faut faire bouger les lignes. Oui, mais alors l'avantage d'être sénateur en fin de parcours, c'est qu'on peut dire des vérités. En fin de parcours, arrêtez de dire ça. Hein. Nous, je suis la stricte vérité, j'arrête dans un an et je suis très content. Vous reviendrez quand même sur Je viendrai chez vous si vous m'invitez parce que j'ai quand même des idées sans avoir de mandat. Mais justement, moi je suis ravie au contraire de vous accueillir. Donc vous venez quand vous voulez ici, pendant votre mandat et après. On verra. De bon cœur. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'avoir été avec nous. On marque une courte pause et on revient. Après le succès de La naissance du monde en 100 épisodes que voici, qui est sorti il y a à peu près 1 an et demi, il nous plonge désormais au cœur de la forêt pour un voyage scientifique soutenu par de magnifiques illustrations de Nicole dans ce bouquin extraordinaire, L'épopée de la forêt. Bonjour Bertrand Fichot. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous recevoir. Alors là, on est entre le livre documentaire, si je puis dire, la fiction et le récit d'aventure. C'est à peu près ça ou pas? En fait, c'est un vrai livre documentaire sous forme d'une fiction. D'accord, ça veut dire quoi? Quelque chose comme ça. Expliquez-moi la différence. Il y a deux façons de faire du documentaire. On peut faire de l'encyclopédique, raconter des choses, des faits. Grand A, petit B, etc. Ou on peut raconter des histoires. C'est juste des histoires qui sont basées sur des faits scientifiques, sur des connaissances scientifiques, puisées dans la masse des livres et des conférences de gens fort studieux et qui travaillent sur le terrain. Tous les scientifiques, biologistes, éthologues, botanistes et autres. Mais c'est raconté sous forme d'histoire. Ça commence par « Il était une fois ». Il était une fois, c'est ça. Alors, c'est l'histoire de la forêt en question, l'épopée de la forêt. Qu'est-ce qu'on va y trouver pour tous ceux qui ne connaissent pas bien en fait, ce type de bouquin? En fait, l'idée, c'était de raconter la complexité du monde qui est une forêt, de montrer toutes les interactions entre les arbres, les animaux, les champignons, tous les êtres vivants d'une forêt. C'était montrer aussi que tout le monde dépend de tout le monde dans une forêt. Et puis, c'était aussi inciter les lecteurs à regarder autrement, parce qu'on change d'échelle. Il y a l'échelle de la macrofaune, les renards ou les belettes, et puis on peut rentrer dans une boule de mousse et s'apercevoir que c'est un petit océan. Il y a du monde dedans. Mais alors, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire sur ce thème? C'est un thème qui vous passionne, que vous connaissez par cœur? C'est un thème qui est un thème d'actualité. C'est un thème que je traite régulièrement moi, je suis rédacteur en chef de Youpi et ImageDoc, donc dans des magazines documentaires comme ça, on parle de la forêt, bien évidemment, et des habitants de la forêt, mais par petits bouts. Et là, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus épais et de montrer les interactions en fait entre toutes ces espèces en fait, parce que les écosystèmes. Voilà. Mais c'est pas que parce que ça marche et qu'il faut en parler. Vous l'avez pas fait que par intérêt, c'est parce que ça vous intéresse intellectuellement aussi, j'imagine, non? Bien sûr, c'est juste que c'est un sujet d'actualité et un sujet très sérieux, notamment pour les prochaines générations, et que on en parle de plus en plus parce qu'il y a tout un débat sur la gestion de la forêt, sur c'est quoi une forêt bien gérée. Est-ce qu'une forêt avec des pins alignés les uns à côté des autres et qu'on coupe à 30 ans, c'est une forêt vraiment? Est-ce que ça a le temps de développer un écosystème? Est-ce que la forêt, c'est un tas de bois ou est-ce que c'est un monde? En y travaillant, est-ce que ça vous a rendu encore plus écolo, encore plus conscient
de l'importance, effectivement, de Disons que je me l'environnement? suis émerveillé sur des choses que je ne savais pas, parce que bon, je savais déjà un peu des choses, je savais aussi tout ce que j'avais oublié, et puis il y avait des tas de choses que je savais que je ne les savais pas, et donc je me suis plongé dans la documentation, dans des études récentes, et moi, je m'émerveille devant la métamorphose d'un insecte, c'est un truc de fou. Mais, je comprends. Ça veut dire que le prochain bouquin sera par exemple sur l'eau? Je ne sais pas sur quoi il sera. Pour l'instant, il n'est pas lancé. Mais ça pourrait tout à fait. Ça pourrait tout à fait. La naissance du monde n'était pas, le premier n'était pas du tout. Enfin, là, on était sur l'histoire du monde depuis le Big Bang jusqu'à l'écriture, jusqu'à l'invention de l'écriture. On était sur l'enchaînement des causes et des conséquences qui ont fait que le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Et c'était, là aussi, c'est des sujets, dans Youpi et ImageDoc, on parle des dinosaures, on parle des volcans, on parle de la création des planètes. Mais on n'a jamais le temps et la place de raconter comment on est passé de l'un à l'autre. Et là, ce qui était intéressant, c'était de montrer toutes les causes et les conséquences et cet enchaînement de hasard entre guillemets, qui ont fait que le monde est ce qu'il est. Dans la forêt, c'était là aussi, c'est une collection qui, en 100 épisodes, 500 000 signes, ça vous laisse un peu le temps de rentrer dans un sujet. Et c'est aussi qui est plaisant. Et en plus, les illustrations sont magnifiques. Donc, on a effectivement, d'où l'idée du documentaire aussi illustré. Comment vous réagissez quand vous voyez tous ces jeunes qui s'engagent justement pour le climat, pour la planète, puisque vous écrivez, donc je le rappelle, l'épopée de la forêt en l'occurrence, là, donc c'est tout à fait d'actualité, et qui font des actions un peu, dirais-je, outrancières, ou en tout cas coup de poing? Ils ont raison, je pense, de bouger un petit peu et de secouer le cocotier. Donc il y a peut-être des limites, mais je pense que... Quelles sont les limites? Les limites, je pense que là vous emmenez sur un terrain dangereux. Les limites, elles sont discutables à chaque fois, je pense. À partir du moment où on ne met pas en danger la vie d'autrui, à partir du moment où on est respectueux quand même de l'individu qui est en face de soi. Mais je pense que de faire, grimper dans un arbre qui va être coupé en disant c'est quand même scandaleux de couper des arbres qui ont 300 ans pour en faire des planches, pourquoi pas? Ça fait de mal à personne. Ça ralentit peut-être un petit peu des activités économiques, mais ça ouvre le débat aussi. Et voilà, il ne s'agit pas d'être... Je ne suis pas un révolutionnaire dans l'âme, mais je pense qu'il faut que le message passe de façon assez forte aujourd'hui, parce que là, il y a une petite urgence quand même. Il y a une véritable urgence avec le rapport du GIEC, mais ça veut donc dire aussi, ça en dit long sur le fait que c'est toujours en fait finalement le bas qui fait remonter l'urgence, l'information et du coup la motivation. Quand je dis le bas, c'est le peuple. Au-dessus, il y a des contingences économiques. Le peuple, la population, le monde entier, en fait, lui, il vit dans le monde et il a besoin de vivre bien. Et la forêt, elle est importante pour nous en tant qu'écosystème. C'est aussi un monde imaginaire. C'est le monde aussi un monde de rêve. Enfin, le petit chaperon rouge, il vit dans la forêt. Tous les contes et les mythes qui sont nés dans la forêt montrent bien qu'on vient de la forêt et on a besoin de la forêt. Donc je pense que les jeunes générations sont en train de prendre conscience de ça et c'est important. Vous vous êtes inspiré de ces contes justement pour l'histoire que vous racontez dans ce documentaire? Non, le premier chapitre commence comme un vrai conte. C'est l'histoire d'un chevalier qui se perd dans la forêt où il ne voit que des arbres. Il cherche un dragon à tuer, évidemment. C'est un bon gros chevalier de base. Et il y a une petite vieille qui garde un pont et qui le fait s'interroger sur ce que c'est qu'une forêt. Et ça démarre comme ça. Et en fait, tout le livre est basé là-dessus. C'est quoi une forêt? Okay. Et une forêt, en fait, c'est une multitude de mondes imbriqués les uns dans les autres. Et le fait de prendre conscience de cette richesse, d'apprendre à regarder autrement et de se dire que le tronc d'un arbre, c'est pas juste de l'écorce, mais que si on regarde de près, il y a plein de petites bestioles qui vivent sur l'écorce. Et que chaque petite bestiole, il y aurait de quoi faire un bouquin sur chaque petite bestiole, tellement c'est d'une complexité. Et c'est étonnant quoi, quand on regarde de près, de prendre conscience de cette complexité, de se dire tout ce qu'il a fallu pour arriver à ça. Et se dire qu'en quelques générations, on va peut-être pouvoir tout balayer, c'est insupportable. L'histoire est un prétexte pour se poser les bonnes questions, en fait. C'est un prétexte pour se poser les bonnes questions. C'est pas un ouvrage militant en soi. Enfin, le message écolo, il est là, évidemment. Mais le corps du livre, c'est d'abord des connaissances sur la forêt et montrer aux gens que s'ils savent se mettre à quatre pattes dans une forêt, ils vont découvrir un monde sous leurs pieds et que rien que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce que disent ceux qui font de la plongée sous-marine aussi, finalement, ou deuxième monde parallèle. Vous dites que vous avez écrit ce livre à voix haute. En quoi ça change votre manière de raconter votre récit? En fait, ça ne change rien pour moi, puisque ça fait des années que j'ai écrit à voix haute pour Youpi, qui est un magazine documentaire pour des enfants qui ont entre 5 et 8 ans. Donc on a des lecteurs qui ne lisent pas encore et des lecteurs qui commencent à lire. Mais beaucoup de nos lecteurs, en fait,
sont en ce qu'on appelle la lecture partagée, ce sont les parents ou les enseignants, les grands-parents qui lisent à leurs petits-enfants. Et l'idée, c'est bien de pouvoir mettre en bouche ce texte. C'est un texte qu'on peut lire d'autant plus facilement, comment silencieusement, mais l'idée de l'écrire à voix haute, c'est pour faciliter la lecture partagée, en fait, et que tous les parents ne sortent pas de la Comédie Française. Et voilà, on leur doit la facilité sur la mise en bouche du texte. Alors, pour les autres, je l'imagine très bien. Pour vous aussi, c'était une manière différente. Vous avez toujours écrit à voix haute, finalement? Ou est-ce que c'est, pour vous, une vraie liberté que vous octroyez Non, c'est pas une contrainte vraiment. C'est plutôt agréable, en fait, de le faire comme ça, parce qu'on s'aperçoit qu'on peut faire des très très jolies phrases à l'écrit, et puis une fois qu'on les lit à voix haute, ça passe pas. Il y a des sons qui passent pas, il y a des dentales qui coincent, il faut reprendre. Non, on reprend. Vous arrivez à y mettre l'intonation justement par écrit? Oui, bien sûr, je m'amuse à ça, bien sûr. J'ai croisé une maîtresse, j'étais à un salon à Montpellier, un salon du livre, j'ai croisé une maîtresse de CP qui est en train de lire à ses enfants, ses élèves dans la classe, La naissance du monde, le premier, et donc des enfants de CP, et elle m'a dit, mais en fait c'est génial parce que on en est arrivé aux dinosaures, là, ils veulent les chapitres 3 par 3 parce que moi je prends du plaisir à le lire, donc ils ont plaisir à m'écouter, et ça c'est super. On pourrait imaginer aussi pour justement ces élèves qui lisent vos livres grâce à leurs enseignants, on pourrait imaginer une version numérique peut-être avec des images en plus, des projections qui sont, puisque le numérique se développe beaucoup quand même. Du côté de Bayard, ça discute, il y a des projets. Ouais. Il y a des projets. On ne peut rien dire pour l'instant, mais ça se discute. Il y a des tas de manières de développer ça, entre fiches pédagogiques, audiovisuelles et autres, il y a des tas de choses qui sont dans les cartons. Donc, Youpi, on le retrouve dans les bureaux de presse? Oui, bien sûr. Tous les bureaux de presse disponibles, sur Internet aussi? Non. Enfin, il y a un petit blog, non pas sur Youpi d'ailleurs, sur ImageDoc il y a un blog, pas sur Youpi, ils sont un petit peu petits, on ne les incite pas à aller sur Internet quand ils ont cet âge-là. Voilà, et chez tous les bons libraires. Voilà, tout à fait. Bayard Jeunesse, donc les deux sont édités, oui j'imagine Bayard Jeunesse, voilà. L'épopée de la forêt en 100 épisodes et la naissance du monde en 100 épisodes de Bertrand Fichou, illustration Nicole, c'est ça? Ah oui, et le premier c'était Florent Guthrie. Tout à fait. Voilà, merci mille fois d'avoir été avec nous. Oh, bah oui, j'aimerais bien être vous, en fait, c'est ça. D'avoir été avec nous, Bertrand Fichou. Et merci pour votre engagement pour la planète. On en a besoin. Merci à vous. Merci. Tout de suite, c'est l'heure de Souvenirs d'écoliers avec Malika Ménard. Regardez. Et si je vous demande un souvenir d'écolier précis à nous partager, qu'est-ce qui vous vient tout de suite? Des coups de baguette sur les doigts. Vous aviez ça? Ah bah nous, on a été éduqués à cette période-là. Hein. Et même à l'entraînement de patinage, on avait le professeur qui était un peu avec la baguette si à un moment donné, on baissait les bras. Donc moi, je ne l'ai pas vécu, on va dire, mauvais. Enfin, c'est pas un mauvais souvenir. C'était une manière aussi d'éduquer les enfants à l'époque, si on faisait trop les cons. Et vous pensez quand même que c'est une bonne chose que ça ne soit plus ainsi? Ouais, je pense qu'il y a d'autres manières de... Mais en même temps, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, finalement, on donne plus raison aux parents et aux élèves. Du coup, l'enseignant, il a du mal aussi à aller jusqu'au bout de son programme. Donc, il faudrait arriver à recalculer ça et puis à donner peut-être... moi, je ne suis pas pour la sévérité. C'est-à-dire, ça ne sert à rien, la sévérité, et puis d'en mettre plein la gueule au gamin s'il a du mal à retenir. Mais il faut reprendre un peu de l'éducation individuelle de temps en temps. Mais c'est ce qu'on n'arrive pas à faire parce que les classes sont surchargées, on n'a pas le temps, il faut aller au bout d'un programme. On a des gens qui ne sont pas allés au bout de leur formation d'enseignant, que ce soit pour l'enseignement scolaire ou l'enseignement sportif. Aujourd'hui, on est aussi en pénurie de bons entraîneurs dans le patinage. Ah oui? Oui, parce qu'il n'y a pas le temps de se former. Et puis, on a plein de gens, tous les gens qui étaient du haut niveau sont finalement partis soit à l'étranger parce qu'une meilleure reconnaissance, une meilleure paye. Il y a tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu déstabilisé dans l'enseignement. Est-ce que vous aviez une matière préférée? Les maths. Je pense que j'aimais bien les maths. Bon, après, quand il a fallu passer à l'algèbre, c'était un peu plus compliqué. Mais sur la partie primaire, en fait, j'étais pas... je pense que j'étais bon en maths. Est-ce qu'il y a un prof qui vous a marqué? Justement, un prof de maths, quand j'étais tout seul en cours particulier, il s'est trouvé qu'un jour, on s'est endormis tous les deux pendant le cours. Le prof, il est arrivé, il était fatigué. Et puis, quand il parlait, il commençait à parler en s'endormant. Alors, du coup, moi, je sortais de l'entraînement parce qu'à chaque fois, il était 14h, on venait de sortir de l'entraînement, on venait de manger. Lui, il avait trop mangé, c'était l'heure de la sieste. Je pense que lui, c'est pareil. Puis, à un moment donné, on s'est endormis tous les deux. On s'est réveillés en même temps. Il dit, bon, alors, on n'a pas répondu à la question.
ça vous montre un petit peu le niveau de scolarité que j'ai un peu eu. Non, mais à part ça, non. Moi, mes meilleures années de scolarité, c'est effectivement entre le CM1, le CE1 et le CM2. D'accord. J'ai eu 4 ans vraiment extraordinaires parce qu'on avait en fait, à Colombes, mon prof avait monté une espèce de structure quasi privée avec des professeurs, une directrice d'école et on avait réuni piscine, tennis, patinoire parce que les 3 sites d'entraînement sont côte à côte. Et en fait, on avait 3 CE1, 3 CE2, 4 CM1, 4 CM2 et il y avait même du niveau secondaire. Et du coup, on était bien encadrés, quoi. Cette directrice d'école, elle cadrait les professeurs. On avait la cantine qui était amenée à la patinoire. Donc, on n'avait pas de perte de temps à aller à droite, à gauche. On était vraiment très, très bien gérés. Après, les autres, quand je suis passé en 6e, c'était une catastrophe parce que je n'ai pas apprécié. Il fallait que je rattrape des cours. On me mettait avec la classe des plus nuls des 5e en mathématiques. Il n'y avait plus ce suivi personnalisé qu'il y avait eu à l'école primaire. Pour moi, c'était une galère. Après, quand il a fallu que je retourne au CNED en 5e, 4e, tout seul, et que vous n'êtes pas bien encadré, c'était compliqué. J'ai dit, allez, il y a 3e, on a remis des profs à ma disposition. J'ai rattrapé un bon niveau de 3e. En seconde, ça s'est de nouveau cassé la gueule. Et en plus, je commençais à intégrer championnat du monde, championnat d'Europe. Oui, il n'y avait plus la même disponibilité. Donc il y avait un choix. J'ai fait le choix de partir vers le sport. Mais au niveau de la scolarité, pour moi, c'est vraiment le début. Et je trouve ça aujourd'hui hallucinant que... Il y a 35 ans, donc quand j'ai commencé ce cursus avec cette petite école privée avec des professeurs, était nettement mieux élaboré que ce qu'on a aujourd'hui dans le sport-études. On ne parle plus de sport-études. Aujourd'hui, on dit sport-études, c'est des horaires aménagés. Ouais. Oui, c'est ça. Mais pour moi, ce n'est pas incohérent parce que les horaires aménagés, les gamins, ils doivent aller à 7 heures sur piste pour s'entraîner, aller à l'école normale. C'est des très grosses journées. Voilà, on accepte des écoles, des gamins qui vont pouvoir rater 1 heure ou 2 dans la journée, mais... C'est pas ça le vrai sport-études. En plus, dans des sports comme les nôtres, il faut, là où on doit faire progresser les gamins, c'est entre 6 ans et 12 ans. Après, c'est trop tard. Ah ouais. Donc en fait, c'est dans cette période-là qu'ils doivent être le plus entraînés. Il y en a qui découvrent après 12 ans leur sport fétiche. Oui, mais non, 12 ans après, on commence à... Si on veut rattraper le niveau des Russes aujourd'hui, puisque ce sont les meilleurs et ils ont pris tellement d'avance, il n'y a pas tellement le choix en fait. Si on commence à s'intéresser à haut niveau après 12 ans... C'est foutu. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire bosser les gamins 8 heures par jour comme des adultes. Mais il faut du temps. C'est des sports où aujourd'hui, il faut 3 heures de pratique par jour sur glace. Vous mettez quel sport dedans ? Moi, je parle du mien, patinage artistique. Mais si on va vers la gymnastique, si on va vers la natation, c'est des sports qui demandent tellement de temps d'entraînement, mais pas seulement sur le terrain. Il faut aussi faire de la préparation physique. Mais pourquoi les Russes y arrivent et pourquoi nous, on n'y arriverait pas ? C'est parce qu'en même temps qu'ils font leur enseignement sportif, on leur enseigne des choses du droit civique ou en fait de ce qu'ils doivent apprendre tous les jours. Et c'est plus facile à apprendre comme ça qu'être assis sur une chaise et puis se mettre au même niveau d'une classe normale. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Philippe Candelro pour Souvenir d'écolier. À demain. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. On a besoin pour vraiment que les jeunes, je vais parler des jeunes au sens large, que ce soit les petits ou même les plus grands, on a besoin qu'ils soient vraiment impliqués dans ce qu'ils font. On voit bien que plus ils sont impliqués dans ce qu'ils font, plus ils retiennent, plus ils ont envie de faire aussi. Alors vous parlez de cette implication, et ça c'est un trait commun qu'on retrouve chez beaucoup d'enseignants qui disent, et parfois de parents d'ailleurs, la difficulté de concentration des enfants. Et ça, le jeu, c'est extraordinaire pour la concentration. Absolument. On est loin maintenant de l'école où le prof parle pendant des heures et puis le jeune doit écouter, noter et puis finalement, au final... Apprendre et réciter. Voilà. Ouais. Et finalement, on se rend compte que les résultats ne sont pas forcément meilleurs parce que qu'est-ce qu'ils ont appris derrière ? Parce que finalement, quand est-ce qu'ils vont poser les questions ? Comment on sait qu'ils ont vraiment compris ? C'est très compliqué de savoir s'ils ont vraiment compris. Parce que finalement, c'est leur interprétation à eux. Ils vont nous dire non, mais c'est bon, j'ai tout compris. Puis après, le jour de l'interro, il n'y a plus rien. Donc, le jeu permet justement d'appuyer sur j'ai envie de dire, sur ces éléments-là et de se rendre compte que certains ont un potentiel ou des compétences qu'ils, jusqu'à présent, n'avaient pas développées, ou en tout cas que l'enseignant ne soupçonnait pas. MetaEd, c'est l'éducation augmentée justement par l'immersion.
Oui, c'est ça en fait le constat de base qui a poussé les experts du monde de l'éducation qui lancent Meta School. C'est cette idée qu'aujourd'hui, le système éducatif, il peut correspondre à des jeunes, il correspond à des jeunes, il a fait ses preuves, on a plus de 600 000 jeunes chaque année qui passent le bac. Mais pour autant, il y a certains jeunes qui sortent un peu des clous et qui ont un peu de mal à se retrouver dans ce monde éducatif. On a identifié très clairement 3 profils qui ont besoin ou qui peuvent avoir besoin d'une proposition comme Meta School. Le premier profil, ça va être des jeunes qu'on a envie d'appeler des jeunes talentueux ou en tout cas qui ont un talent particulier. Ils peuvent être comédiens à côté de leurs cours, ils peuvent être sportifs ou sportifs de haut niveau, ils peuvent faire de la musique. Alors, ils peuvent avoir des établissements adaptés, mais c'est vrai que certains ont du mal, ont des emplois du temps qui collent peu. Et là, l'offre de Meta School, c'est de leur dire, on vous propose une école à distance, où vous avez des cours à votre rythme et vous avez la moitié de votre temps pour justement combiner votre passion. Donc ça, c'est le premier profil. Le deuxième profil qu'on a identifié, ça c'est un constat qu'on a fait notamment avec des associations de parents d'élèves, c'est là des jeunes qui ont des difficultés à aller en fait dans un lieu physique pour faire cours. Alors il peut y avoir plein de soucis, hein. C'est des jeunes qui peuvent avoir des accidents de la vie, qui font qu'ils sont hospitalisés pendant quelques temps et qui ont quand même envie de garder un lien social. C'est des jeunes qui peuvent parfois souffrir de phobie scolaire et où le côté immersif peut représenter une bonne opportunité pour eux de se lancer, de se relancer dans le monde des études. Et puis le troisième profil qu'on a, c'est un bac qu'on va lancer aussi, un bac entrepreneurial. Là, c'est pour des jeunes qui sont porteurs d'un projet d'entreprise, qui ont très envie de lancer leur start-up, voilà, parce qu'on en a des jeunes qui ont 16, 15, 17 ans et qui ont très envie de lancer leur projet, qui parfois est très abouti. Et donc là aussi, pareil, l'idée, c'est que Meta School, c'est une offre qui peut leur permettre de combiner des études, pour pas dire je suis obligé d'arrêter en seconde, et en même temps un projet entrepreneurial. Amine, comment tu débriefes les courses avec ton papa et comment tu les prépares aussi justement? Vous parlez beaucoup tous les deux? Toi, tu visualises déjà les courses avant d'aller piloter? On réserve déjà des trucs, on réserve des trucs, on se dit déjà ce qu'on va faire. Les soirs, quand on rentre à l'hôtel, quand on prend Gerville, on avait déjà fait la course et quand on rentrait à l'hôtel, on regardait ce qu'on pouvait améliorer, on regardait ce que je pouvais améliorer, on regardait les trages des autres, où j'aurais pu doubler, où j'aurais pu plus prendre l'intérieur, où j'aurais pu accélérer plus tôt. Et comment tu te sens, toi, pendant la course? Tu te sens toujours à l'aise? Tu as une sorte de motivation qui est un petit peu décuplée? Comment tu te sens? Tu te sens excité? Pas excitée, mais je me dis que je peux toujours doubler. À chaque fois que j'ai l'occasion, je le fais. Pour être doublé, c'est toujours plus facile d'être à l'intérieur parce que forcément, ils te laissent passer parce que t'es à l'intérieur, ils vont pas te forcer sur toi. Donc, je suis toujours à l'aise et j'essaie toujours de me motiver. Et quand tu doubles, ça te procure quelle émotion? Je me dis que je suis content et que je peux continuer à monter. J'ai noté, pour avoir travaillé dans une vie passée avec des scientifiques et des chercheurs, que des fois, vulgariser, c'est quelque chose qui est mal vécu. Parce qu'on a cette sensation de se dire, ah oui, mais alors si je vulgarise, moi qui travaille des années sur un sujet en particulier, ça veut dire que je vais rendre ça peut-être trop simple et je vais passer à côté de certaines choses. Bref, c'est limite, on va dire, quelque chose qui se fait pas, quoi, on va dire, dans le domaine. Et là, depuis quelques années, avec ces thèses en 180 secondes, c'est complètement l'inverse. Ça veut dire qu'il y a des choses qui changent aussi dans la perception du côté des chercheurs? Totalement. Là, je suis complètement d'accord avec vous. Alors, c'est vrai que le constat de la vulgarisation, du moins de l'effet de la vulgarisation, généralement, c'est vrai qu'on pense qu'en vulgarisant, on simplifie trop, voire on rend la thèse, ou du moins on rend le sujet un peu trop simpliste. Alors que depuis quelques années déjà, vous l'avez certainement remarqué, tout ce qui est médiation scientifique, tout ce qui est vulgarisation scientifique, prend de l'ampleur. Et je pense que ce n'est plus du tout dans le cadre de rester uniquement dans un environnement qui est fermé aux autres, mais bien au contraire. Aujourd'hui, grâce à ma thèse en 180 secondes ou grâce à d'autres événements également de médiation, de vulgarisation scientifique, on essaie de montrer que la science, c'est intéressant, que la science, ça a un véritable intérêt pour tout le monde et pas uniquement pour les scientifiques qui restent dans les laboratoires ou qui restent devant des bouquins. Vous êtes en lien avec la Fédération française de cartes? Un petit peu. Un petit peu avec quelques membres. On connaît très bien, par exemple, le président de l'Île-de-France. On connaît depuis qu'Amine et Michel Guignard, voilà, depuis qu'Amine est petit et très, très sympa, qui suit un petit peu le parcours d'Amine. C'est quoi la suite, justement, et comment vous voyez la suite pour Amine?
Comment on fait justement pour établir la stratégie? Est-ce que c'est vous qui l'établissez tout seul? En concertation bien sûr avec Amine? Ouais, on va dire que c'est moi principalement qui prends la décision. Par exemple, début juillet, on devrait aller rouler en Italie 3 jours. D'accord. Voilà, parce que l'Italie, c'est vraiment un pays important par rapport au karting pour avancer. Et c'est là-bas, il y a le foot et le karting, on va dire. Quoi. Voilà. En Italie. Voilà, donc on essaie de développer le projet parce qu'en fait, il reste très peu de budget là pour finir l'année. Donc on ne peut plus faire grand-chose cette année. Et plus du tout de budget pour l'année prochaine. Donc l'objectif, c'est de trouver des fonds. On va sacrifier du coup un peu on est un peu obligé le reste de l'année, mais en même temps, on a bien profité, on a fait des bonnes choses grâce au soutien en ce début d'année. Et l'Italie, ça va être l'une des actions qu'on va mettre en place pour aider à développer le projet, faire des belles choses en fait. On essaie de faire des belles choses. Le championnat de France, j'ai appris qu'on va avoir un soutien. De base, je comptais pas le faire avec Amine parce que côté finance et le côté matériel qui est un peu limité. Et finalement, un soutien va nous aider à faire le championnat de France. On rappelle qu'il y a une cagnotte pour Amine. Oui, tout à fait. Il y a une cagnotte en ligne. On peut la trouver sur mes réseaux, sur GoFundMe. En fait, c'est une cagnotte qu'on a ouverte, que des étrangers nous ont demandé d'ouvrir, parce qu'ils n'arrivaient pas à participer à la première cagnotte qu'on avait. Donc, on a eu le soutien d'Australie, de Belgique, des Pays-Bas. Ah d'accord, ça commence à devenir international. Il n'y a pas que des Français. Un petit peu, en fait. Depuis Spa, avec Lewis Hamilton, la rencontre avec Lewis Hamilton, les réseaux se sont beaucoup emparés, les fans de Lewis, beaucoup ont accroché et il y a eu énormément de soutien. C'est ce qui nous a permis de se lancer cette année dans la catégorie minime. Exactement. Alors, ce concours consiste à expliquer sa thèse tout simplement en 3 minutes. En gros, 3 minutes pile, sans dépasser, on peut faire un peu moins. Et en gros, le but de l'explication, c'est de ne pas expliquer la thèse de manière... bien évidemment de manière scientifique, oui, mais pas de manière trop complexe. Parce qu'il faut que la thèse puisse être vulgarisée. Parce que c'est ça, en fait, le but d'un travail de recherche, c'est de permettre que même les néophytes, les personnes qui s'y connaissent peu, puissent comprendre notre environnement, l'environnement juridique, par exemple, dans mon cas, ou l'environnement technologique, beaucoup plus sciences dures. En gros, pour que ces personnes néophytes, ou comme on dit généralement, le commun des mortels, puissent comprendre ce qu'on fait tous les jours et l'intérêt de nos recherches. Pour arriver en Formule 1, il faut du talent et de la chance, ou vous me dites qu'il faut du talent tout court? Alors le talent, c'est la base. Ensuite, la chance, ça va avec le travail, parce qu'il faut savoir la saisir et saisir les opportunités. Et je pense que Amine le fait bien et son père aussi. C'est-à-dire qu'ils vont vers les opportunités, ils n'attendent pas qu'elles viennent vers eux. Et ensuite, c'est énormément de travail pour réunir les budgets, pour se faire remarquer, et puis aussi être l'objet du désir des plus grandes équipes, parce qu'à la fin de la journée, il y a de la compétition, le niveau est très haut, et on voit de plus en plus de compétiteurs et de jeunes pilotes qui viennent avec des très gros budgets, que ce soit des budgets familiaux, liés à leurs sponsors ou à d'autres équipes. Donc il faut se battre. Le talent ne suffit pas. Au final, c'est un sport individuel ou c'est un sport d'équipe, Gary? C'est un sport d'équipe. C'est un sport d'équipe parce qu'il y a tout qui passe en coulisses. Il y a aussi le sport d'équipe avec l'équipe en soi quand vous êtes sur la piste, que ce soit les mécaniciens, les ingénieurs, le team marketing. Nous ne sommes que le dernier maillon de la chaîne et on concrétise l'effort global d'une équipe avec la performance en piste. Mais c'est clairement un sport d'équipe. C'est comme ça que vous voulez convaincre les parents de mettre les enfants dans des internats. On dit beaucoup que l'internat n'a pas la cote ou n'avait pas la cote, mais maintenant, depuis une dizaine d'années, il revient quand même un petit peu à la mode. Oui, longtemps vu comme une punition, eh bien, l'image des internats s'est considérablement améliorée avec la mise en place de structures d'accueil modernisées qui proposent des prestations favorables au développement et à l'épanouissement des internes. On vient de voir ça. On vient de voir ça. Ils ont l'air très épanouis. En tout cas, en France, il faut savoir qu'il y a plus de 1800 établissements scolaires qui proposent un internat intégré, qu'il soit public ou
privés. Alors on en trouve beaucoup dans certaines régions, des internats comme l'Île-de-France, l'Ouest, la région Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France. Alors le statut d'un internat dépend de l'établissement auquel il est relié. Il peut être public, donc sous la responsabilité totale de l'État, privé sous contrat d'association, donc il bénéficie d'une aide de l'État, ou privé hors contrat, donc totalement autonome financièrement. Et il faut savoir aussi que 90% des internats sont privés sous contrat. Comment s'organise la vie des élèves dans cet internat? L'internat concerne déjà tous les élèves de la 6e à la terminale, mais aussi les BTS et les classes prépa. Les internats proposent soit un hébergement semi-permanent, ça veut dire que les internes ne sont pas hébergés ni les week-ends ni pendant les vacances scolaires, ou un hébergement permanent, plus adapté aux internes dont les parents ne sont pas forcément disponibles. Alors ils ont le même nombre d'heures de cours que dans un établissement classique, et après les cours, ces élèves bénéficient généralement d'un temps libre pour se reposer, pour goûter ou pour faire du sport. Pour faire des vidéos sur TikTok. Et ils ont la chance d'avoir un temps d'études surveillé par les enseignants ou l'équipe d'encadrement de l'internat, et cela leur permet de bénéficier d'un accompagnement personnalisé qui représente une aide précieuse dans leur parcours scolaire. C'est surtout ça qui intéresse les parents. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Mickaël. Merci. On se retrouve demain, canal 247 pour nous retrouver sur les Freebox et puis aussi schooltv.com, bien sûr. Merci à toute l'équipe. Ciao.